Bonjour à tous, après le chapeau la semaine dernière, je reviens aujourd'hui avec un masque sur la tête. C'est à cause de Kali, du Kalidoscope, qui m'a lancé comme défi de trouver un accessoire à utiliser pour chaque vidéo. Donc je vais vite arriver à court d'accessoires, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et il me reste un petit truc à pouvoir porter dans une future vidéo, peut-être la semaine prochaine. Et ensuite, il va vraiment falloir que je réfléchisse parce que je n'ai plus d'idées. Voilà l'explication du masque aujourd'hui. Et ça tombe plutôt pas mal puisque aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour répondre à un tag lancé par Myriam Mipiano-Canta du blog Les Îles de Mi. Je vous mettrai le lien en description de vidéo comme d'habitude. C'est un tag des 11 choses. C'est un tag qui a beaucoup tourné sur la blogosphère ces dernières semaines. Moi je vais tricher un petit peu puisque je n'ai pas 11 choses à vous révéler et je n'ai pas 11 questions à poser à 11 autres personnes, donc je vais juste me contenter de répondre aux 11 questions que Myriam nous a posées. Première question du tag, c'est quelle est ta couleur de cheveux? Question pas si facile que ça, puisqu'en fait je fais des couleurs depuis 12 ou 13 ans je crois, j'ai commencé assez tôt au collège. C'était pas des couleurs permanentes évidemment, mais j'ai fait pas mal de couleurs. Quand je suis née, j'étais presque blonde, enfin j'étais châtain très très clair. Et en grandissant, je suis passée au châtain avec pas mal de reflets roux. La couleur que j'ai un petit peu aujourd'hui, même si aujourd'hui je triche un petit peu puisque je forcie un petit peu le roux grâce à des couleurs, mais sinon c'est quand même ce qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle. Quand j'étais au collège, j'ai fait pas mal de auburn et ensuite au lycée j'ai eu ma période gothique, alors j'étais noire corbeau, voilà. Et d'ailleurs j'ai tellement fait des couleurs noires, très très noires, des couleurs permanentes, que mes cheveux à la pointe sont toujours plus foncés que aux racines. En fait c'est le noir qui ne part pas. Donc à force de couper les pointes, je réussis à éclaircir mes cheveux. Mais ce noir me colle un petit peu à la peau et j'en ai un petit peu marre puisque ça fait au moins 5 ou 6 ans que je fais plus de couleur noire, mais que j'ai tellement les cheveux longs, je peine à me débarrasser de ce noir. Voilà, mais sinon ma couleur naturelle c'est plutôt châtain avec des reflets roux. Une couleur qui se rapproche un petit peu de ça, même si là, comme je le disais un petit peu plus tôt, je triche un petit peu en forcissant un petit peu sur le roux. Deuxième question, c'est quelle est ma couleur préférée? On reste dans le thème des couleurs. Alors là, c'est très facile, je vais répondre en quelques secondes. Ma couleur préférée, sans aucune surprise, c'est le vert. Bon, j'en ai pas aujourd'hui sur moi. J'essaye d'en mettre assez régulièrement, mais je peine à trouver des beaux vêtements verts. Puisque si j'aime le vert sous toutes ses formes, dans la nature ou sur la couleur de mur, etc. Pour les vêtements, je suis quand même plus fan des verts sombres, des verts sapins, plutôt que du vert anis. Donc c'est un petit peu dur de trouver des vêtements verts, c'est pour ça que je peine un petit peu à en porter tous les jours. Mais j'essaye, que ce soit écharpe, gants, t-shirt, petite fleur dans les cheveux, j'essaye toujours d'avoir une touche de vert. Excepté aujourd'hui, bizarrement. Mais je pense que vous m'avez déjà vu avec du vert et c'est vraiment la couleur que je préfère puisque c'est la couleur de la nature, de l'herbe, des arbres, c'est la couleur de l'espoir et surtout c'est la couleur de l'Irlande. Troisième question, est-ce que je suis plutôt thé, café ou autre chose? Alors, une question qui pourrait paraître simple mais qui ne l'est pas tellement, puisqu'en fait je bois du thé, du café, des infusions selon les moments de la journée. Je suis plutôt café pour la pause de 10 h, si je peux avoir une pause, c'est que les week-ends ou les jours de repos. Café après le repas de midi, puisque ça aide à digérer et puis ça donne un petit coup de fouet. Thé plutôt vers 16 h, 17 h, je fais une petite pause tea time. Et une petite infusion avant de me coucher. Voilà, donc je fais les trois dans la journée. Et ça m'arrive aussi de faire des chocolats chauds, plus vers le goûter, mais ça c'est plus rare, plus quand je suis en sortie avec des amis et quand il fait froid en hiver, un petit chocolat chaud, mais je le fais pas tellement chez moi. Alors, en quatrième question, Myriam me demande où j'aimerais vivre. Aucune difficulté à répondre à cette question.
en Irlande évidemment. Je suis tombée amoureuse de Dublin quand j'y suis allée cet été. Je pensais pas pouvoir tomber amoureuse d'une capitale, puisque pour moi les capitales c'est vraiment des grandes villes, pas forcément très agréables à vivre, avec du monde, de la pollution, enfin bref, pas quelque chose que j'apprécie énormément. Et finalement Dublin m'a vraiment charmée. Si un jour je déménage dans une capitale, ce sera Dublin. Ou sinon, dans n'importe quel coin paumé d'Irlande, je pense que je serai très heureuse. Pour la 5e question, je vais vous montrer quelques petites choses, puisque Myriam demande quel CD j'emmènerai sur une île déserte, puisqu'apparemment sur son île déserte, il y aurait de l'électricité. Donc j'ai envie de dire que s'il y a de l'électricité, je peux emmener mon ordinateur portable. Donc dans mon ordinateur portable, j'ai quand même pas mal de musique. Donc voilà, j'ai pas besoin de me poser la question du CD. Et puis comme c'est une île super sympa, on aura aussi la Wi-Fi, internet, donc je pourrais aller sur Deezer ou Spotify pour écouter les chansons que je n'ai pas en CD. Mais je vais quand même vous montrer les CD que je possède et que j'écoute assez régulièrement. Il y en a certains que j'ai encore dans mon étagère, mais je les ai pas sortis puisque c'est vraiment des CD que je n'écoute plus. Donc il y a par exemple Mylène Farmer que j'écoutais avant quand j'étais ado, mais que j'écoute plus du tout maintenant. Nightwish aussi que j'écoutais quand j'étais ado, plus du tout maintenant. Donc j'ai des CD mais je les ai pas sortis. Alors petit tour d'horizon de ce que j'ai dans ma CD Tech et dans mon ordinateur et des choses que j'écoute. Vous avez ZZ Top, je crois que c'est un best-of. Ah non, c'est le CD Eliminator. Donc ça c'est mon papa qui est très fan et qui m'a un petit peu donné le goût de ZZ Top, j'adore. D'ailleurs j'aimerais bien aller les voir en concert, ces messieurs avec leur grande barbe. Mais j'ai jamais eu l'occasion encore, pourtant ils sont passés à Lyon plusieurs fois, mais jamais eu l'occasion. Puis bon, aller à un concert toute seule c'est quand même pas super. Les White, que j'écoutais quand j'étais ado et que j'aime bien réécouter de temps en temps. Alors Placebo, j'ai 2 albums, je les ai découverts avec cet album là, puis ensuite j'ai acheté les plus anciens, hop. J'ai d'autres chansons dans mon ordinateur. Ensuite, un best-of. Patti Smith, j'ai 5 albums dedans. Voilà, ça c'est super, j'adore Patti Smith, une nana que j'admire beaucoup en tant qu'artiste. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait quand elle était avec son groupe. Plus que quand elle est toute seule même. Donc j'écoute régulièrement Patti Smith. Ah, ça c'est un truc de mon adolescence, Muse, que j'écoute moins, mais bon ça m'arrive des fois. Ces dernières années j'écoute beaucoup Luc Arbogast. Si vous regardez The Voice, c'est un candidat en ce moment. Ah, avec la lumière, c'est pas... Ça c'est son dernier. Hop, celui d'avant que je préfère et que je vous conseille. Et le deuxième qu'il a produit... Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Il me manque le tout premier, qui était en rupture de stock pendant très longtemps, mais apparemment il a été réédité, donc peut-être que je vais réussir à me le procurer lors d'un prochain passage de Luc à Lyon, ou je sais pas, j'irai l'acheter à la Mandragore. On verra. En tout cas, si vous ne connaissez pas Luc et si vous aimez bien les choses un petit peu atypiques, je vous conseille, c'est vraiment super. J'écoute évidemment beaucoup Loreena McKennitt. J'ai que cet album en fait, j'ai pas les autres. Ils sont dans mon ordinateur mais je les ai pas en vrai CD. Hop, ça c'est de la musique un peu médiévale péchue, ça s'appelle In Taberna. Voilà, c'est un live. C'est de la cornemuse et tout, c'est pas mal. Alors ça c'est un truc vraiment de mon enfance même, de ma préadolescence. Les Hanson, l'album que j'ai vu en... Regardez comme ils étaient mignons quand ils étaient petits. Je les ai vus en concert il y a un peu plus d'1 an au Bataclan à Paris. C'était super. Et il faut vraiment que je m'achète leur dernier album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et ben autre artiste que j'ai vu 2 jours après les Hanson à Paris. Hop, David Garrett. Voilà, j'ai l'album. Super bien en concert. Vraiment super. Même limite mieux qu'en album studio. Il faudrait d'ailleurs aussi que je me procure les autres albums. J'y penserai un jour. Hop, ça c'est un truc de mon adolescence, The Cure. J'en ai qu'un d'album d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un best-of. Que j'écoute aussi de temps en temps. Ça j'adorais quand j'étais ado, Vanessa Carlton. Elle est pas très connue en France. J'ai que cet album d'ailleurs, je sais pas du tout ce qu'elle a fait depuis. Mais franchement, j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais jeune.
cette jeune femme qui joue du piano super bien, qui a une très jolie voix. Et j'aime bien la réécouter comme ça de temps en temps. Alors, quand j'avais 18-20 ans, j'étais hyper fan d'Apocalyptica. Donc j'ai chopé pas mal d'albums. Ça c'est un de leurs premiers. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'écoute encore un petit peu, mais j'ai même pas écouté leur dernier album, donc je sais même pas ce que ça vaut. Celui-là c'est mon préféré. Enfin, de ceux que je connais en tout cas. Reflections. En plus j'adore l'illustration, voilà, la femme violoncelle. Hop. Et ça c'est le dernier, c'est pas le dernier qu'ils ont sorti, mais c'est le dernier que j'ai moi dans ma CD Tech. J'allais dire DVD Tech, mais non. Autre groupe que j'écoutais quand j'avais 18-20 ans et que j'adore écouter de temps en temps, c'est Anathema, que j'ai vu 2 fois en concert d'ailleurs. Super sympa. Ça c'est un album acoustique super beau. Je vous conseille Anathema si vous avez l'occasion. Ça donne la pêche, c'est pas trop non plus hard on va dire. Enfin en tout cas les derniers albums, parce que les premiers ils étaient plus du côté métal, un petit peu plus hard, mais sinon maintenant ils font quelque chose de plus calme entre guillemets, et je préfère maintenant ce qu'ils font. Enfin c'est pareil, je connais pas non plus leurs derniers albums puisque j'ai un peu arrêté d'écouter beaucoup, mais je vous conseille en tout cas celui-là, l'acoustique. Pas très clair ce que je raconte, je suis fatiguée. J'ai aussi des BO de films. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Yann Tiersen, parce que j'adore Yann Tiersen. Alors ça, je l'avais troqué. Excalibur, c'est une musique de film. J'aime bien les musiques un peu comme ça pour bouquiner, c'est super bien. Ou pour rédiger d'ailleurs. Et ensuite, parce que l'Irlande, voilà. J'ai, hop, les musiques traditionnelles irlandaises. Il est super bien cet album, je vous le conseille. J'ai des musiques irlandaises pour danser. Hop. Et j'ai eu 2 CD, une anthologie, voilà, de musique traditionnelle, voilà. Des musiques classiques, il y a aussi des musiques pour danser, oui, il y a des gigs et des reels. Voilà. Bon, et puis maintenant, le gros, que je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que je suis très fan d'Indochine. Enfin, je le suis un petit peu moins maintenant, mais ça a vraiment marqué mon adolescence, Indochine. J'écoute depuis que j'ai 13 ans, donc j'en ai 25, un peu plus de 25, donc ça fait plus de 12 ans que j'écoute. Et en fait, j'ai l'intégrale. Donc je vous montre, voilà, l'intégrale des CD d'Indochine, du plus ancien au plus récent. J'ai aussi pas mal de singles, mais je les ai pas sortis, parce que bon, voilà. J'ai mes places pour le concert à Lyon au mois de novembre. Je les ai commandées à la sortie, donc au mois de décembre, voilà, presque un an à l'avance. J'ai ma place, c'est bon. J'espère qu'ils feront une date au Stade de France ou un gros truc, puisque j'aimerais bien les revoir au Stade de France. J'y étais le 26 juin 2010, j'espère que je me trompe pas de date. Même si j'ai moins aimé cet énorme concert par rapport à d'autres que j'ai pu faire dans les petites salles, comme à Lyon, comme à Montluçon dans l'Allier. C'est la première fois que je les avais vus, c'était à Montluçon dans l'Allier. C'était quand même sympa de voir 80 000 personnes qui chantaient l'Aventurier tous ensemble, c'était cool. Mais ouais, c'était quand même moins chaleureux que les plus petits concerts, comme à la Halle Tony Garnier. Même Bercy, j'ai fait 2 fois Bercy, Indochine, et j'ai préféré Bercy au Stade de France. Mais bon, c'était quand même sympa de voir 80 000 personnes réunies dans un stade pour chanter l'Aventurier et tous les grands hits d'Indochine. Alors maintenant, Myriam me demande si je dis Harry Potter, que répondre. C'est un peu compliqué, j'ai un petit peu réfléchi, en fait je me rends compte que quand on me dit Harry Potter, la première chose que j'ai envie de répondre, c'est bizarre, c'est fanfiction. Parce que c'est grâce à l'univers Harry Potter que j'ai découvert l'univers des fanfictions, et j'en ai lu mais des tas et des tas, presque à faire des nuits blanches. Bon, peut-être pas des nuits blanches que ça me réussit pas, mais à lire vraiment très tard dans la nuit. Je crois que les fanfictions, c'est vraiment la seule chose que j'aime lire sur l'écran de mon ordinateur. Ça passe tout seul. Alors il y en a qui sont vraiment nuls, mais d'autres qui sont vraiment très bonnes. Et j'en ai lu des super dans l'univers Harry Potter. Donc vraiment, je remercie tout cet univers-là qui m'a fait découvrir le monde merveilleux des fanfictions, parce qu'il y a vraiment des auteurs en herbe qui sont très doués. Je vous conseille, si vous aimez Harry Potter, d'aller jeter un œil sur des sites comme hpfanfiction.net ou
Je vous dis peut-être des bêtises, mais bon, vous tapez fanfiction Harry Potter et vous allez trouver des sites qui en répertorient des dizaines, des centaines. Il y a vraiment des trucs super bien. 7e question, et on repasse du côté de la littérature. On me demande quel est le livre que je n'ai jamais terminé. Alors en fait, je crois que dans ma vie de lectrice, je n'ai jamais abandonné un livre, à part très récemment, et je vais vous le présenter. Mais sinon, je me fais vraiment un devoir de lire jusqu'au bout. Pas forcément par rapport au blog et parce que je chronique les livres, mais si je finis pas un livre, j'ai l'impression de pas être allée jusqu'au bout évidemment, mais enfin ça va pas, ça me perturbe, il faut vraiment que j'aille au bout du livre, même si je lis la fin en diagonale, il faut vraiment que j'aille au bout. Et puis en plus maintenant oui que j'ai un blog, je me dis que je ne peux pas chroniquer un livre sans être allée au bout, je peux pas en parler totalement et de façon pertinente si je n'ai pas toutes les données à ma portée, donc si j'ai pas lu le livre jusqu'au bout. Donc même si un livre m'ennuie, même si je peine à vraiment continuer ma lecture, je tournerai les pages, même si je lis en diagonale, il faudra que j'aille au bout. Mais là, ces derniers mois, il y a un livre que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas terminé, mais il faudrait que je reprenne. C'est Succession de Scott Westerfeld. Alors on peut pas dire que je l'ai jamais terminé et que je l'ai abandonné, puisque je compte bien le reprendre un jour et le terminer un jour, mais en tout cas, à ce jour, c'est vraiment le livre que je n'ai pas pu terminer, mais je compte bien y arriver un jour. Donc c'est une intégrale, c'est écrit très 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 petit, le livre est assez gros, c'est un petit pavé, je fais tomber le marque-page dedans, voilà. Et en fait, quand j'avais vu le résumé, j'avais vraiment très 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 envie de me jeter sur ce bouquin. C'est vraiment de la science-fiction pure et dure. Et en fait, j'ai lu les 60 premières pages et je suis complètement paumée. J'arrive pas du tout à entrer dans le bouquin, je ne comprends rien. Donc je sais pas, c'était peut-être pas la bonne période quand j'ai commencé ça en automne, cet automne je crois. Je vais le reprendre, en tout cas il est sur ma pile de lecture urgente. Il faut vraiment que je réussisse à aller au bout, même si je lis en diagonale c'est pas grave, mais il faut vraiment que j'aille au bout. On reste du côté des livres, et cette fois on me demande le livre que j'aimerais offrir à tout le monde. Alors bizarrement ce n'est pas un Jane Austen et ce n'est pas un René Barjavel, parce que je pense que ce sont vraiment des auteurs qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Il faut vraiment une sensibilité particulière pour apprécier la plume, l'ironie de Jane Austen et cette société régente anglaise. Quant à Barjavel, c'est tellement particulier que c'est soit on aime, soit on n'accroche pas. Donc je me suis dit, le livre que j'aimerais faire découvrir à tout le monde, c'est un livre de science-fiction, mais un livre qui est vraiment, je pense, abordable et qui traite d'un sujet universel et qui m'a énormément touchée. Je crois que c'est un des rares livres qui m'a fait verser ma petite larme. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur plusieurs vidéos, sur le blog, sur des bilans, etc. Donc je pense que ça va pas être une surprise pour beaucoup. Et pour les autres, voilà, je vous présente Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. C'est vraiment, je crois, un des meilleurs souvenirs de lecture de mes dernières années, de ces dernières années. Donc c'est de la science-fiction, mais pas de la science-fiction très très difficile, enfin c'est vraiment abordable. En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, il y a des scientifiques qui font des expériences sur une petite souris qui s'appelle Algernon. Et en fait, ces expériences consistent à améliorer l'intelligence de cette petite souris. Donc ils se rendent compte que les expériences fonctionnent et que la petite souris devient plus intelligente, donc ils décident de passer au cran au-dessus et de tenter l'expérience sur un humain. Et ils choisissent Charlie qui a un QI assez bas, qui est un petit peu beaucoup retardé. Et ils lui font l'opération. Voilà, désolée, je m'embrouille un peu. Et Charlie commence à devenir intelligent. C'est pas très joli dit comme ça, mais bon, ça résume assez bien les choses. Et donc on découvre les pensées de Charlie au début, quand il est retardé, c'est pareil, c'est pas très beau à dire, j'espère que vous comprenez. Donc au début du texte, il y a énormément de fautes d'orthographe, il écrit peu, c'est des entrées de journal en fait, de journal intime, donc vraiment les entrées sont très très courtes, quelques lignes, quelques paragraphes, il écrit
en phonétique, voilà. Il se fait opérer et au fil des jours, il devient de plus en plus intelligent et donc la forme du texte évolue avec l'intelligence de Charlie. Il y a de moins en moins de fautes, c'est de plus en plus long, de plus en plus construit. Donc là déjà niveau forme c'est super intéressant. Et en plus, donc on suit les pensées de Charlie et on se rend compte en même temps que lui de tout ce qu'il a vécu avant son opération, de comment les gens le percevaient, de ce que son entourage lui faisait subir. Donc c'est hyper triste, enfin bon moi ça m'a serré le cœur. Et donc Charlie, avant quand il était retardé, il était un petit peu à part dans le monde, il n'arrivait pas à trouver sa place. Et en fait, avec l'opération, il devient très 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 intelligent, avec un QI hyper élevé. Et donc là aussi, il est à part et il trouve pas sa place dans le monde, donc c'est hyper triste. Et je sais pas si je peux vous dire la suite, même si c'est pas une énorme surprise et c'est pas vraiment un spoiler, je sais pas. Bon, je mettrai des balises spoilers si jamais vous voulez pas savoir. Pour les autres, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la petite souris Algernon, l'opération ne fait plus vraiment effet, ou alors il y a un effet secondaire. Son intelligence diminue. Voilà, diminue. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que Charlie comprend que ce qui se passe pour la petite souris va lui arriver à lui aussi, et là c'est horrible. Voilà, je m'arrête là, je vous en dis pas plus, c'est déjà un spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais bon, c'est pas non plus... c'est indiqué dans la 4e de couverture. Donc, voilà. Franchement, s'il y a un livre à lire en science-fiction, si vous n'êtes pas trop science-fiction, c'est vraiment une super histoire. Et ouais, je pense que c'est abordable pour tous les lecteurs, pas forcément les plus jeunes, mais pour les jeunes adultes, les adultes, allez-y, c'est vraiment un super texte. C'est très bien écrit, l'histoire derrière est très belle, c'est super émouvant, il y a un super message. Bref, franchement, si je voulais que tout le monde lise un seul livre, ce serait celui-là. Vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée et qui m'a marqué. Je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans et j'en parle encore. Pour la 9e question, on change un petit peu d'art, puisqu'on va du côté des peintres et de la peinture. Et Myriam me demande quel est le peintre ou la peinture que je préfère. Alors, je vais vous citer un peintre, ce sera plus simple puisque j'aime à peu près tout ce qu'il fait. C'est John William Waterhouse, un pré-raphaélite anglais. Donc en fait, il a pas vraiment appartenu au mouvement pré-raphaélite, mais il a été rattaché ensuite à ce mouvement. Donc dans le pré-raphaélisme, il y a 2 périodes. La première période, c'est Rossetti. Je n'aime pas du tout le style de Rossetti. Et par contre, la deuxième période, c'est plutôt Waterhouse, Sir Frank Dixie, que j'aime énormément. Donc dans les pré-raphaélites, en fait, si vous voulez, le but de ces artistes, c'est de s'inspirer de légendes, de la mythologie, de la littérature, et de s'inspirer de tout ça pour créer des œuvres, des peintures. Donc ce sont souvent des femmes qui sont mises en avant. Il y a un côté très sensuel, très romantique. Je vous mettrai des liens en exemple. Vous avez par exemple le très célèbre Ophélia de Waterhouse. C'est cette jeune femme qui est allongée dans l'herbe en robe blanche, voilà, qui a une pose un petit peu lascive, mais pas tant que ça. Bref, la nature est hyper présente dans ses œuvres. Et tout ce qui est mythologie, littérature, voilà, c'est hyper présent. Et franchement, ça me parle énormément. D'ailleurs, je regrette même de ne pas avoir fait un master sur cette époque-là. Peut-être qu'un jour j'aurai envie. J'ai choisi plutôt un thème médiéval et je me dis c'est bête, j'aurais peut-être pu prendre les pré-raphaélites qui sont pas très très connus et pas très très étudiés en France. Ça commence à venir, mais c'est pas hyper répandu encore. Et ça aurait eu l'avantage de lier et histoire de l'art et lettres, puisque il y a beaucoup, les pré-raphaélites, prennent beaucoup leur inspiration des œuvres de Shakespeare par exemple, ou des anciens poètes du Moyen-Âge, ce genre de choses. Voilà, donc je vous mettrai des liens en bandeau pour que vous puissiez aller voir. Vous tapez pré-raphaélite sur Google ou John William Waterhouse pour voir ce qu'il a fait. Et voilà, je vous conseille. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire que je peux peut-être vous montrer un livre
qui sera plus parlant, puisque j'ai un super beau livre, voilà, sur Waterhouse. Donc c'est ce genre de choses-là. Je vais vous montrer Ophélia si je le trouve très vite. Sinon, je vais peut-être trouver d'autres œuvres que j'aime beaucoup. Il a fait des choses assez différentes, Waterhouse, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, enfin, moi c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Hop, vous voyez, il y a toujours des femmes à l'honneur dans ses peintures. Là, c'est Lady of Shalott. Hop, une héroïne très connue aussi dans la littérature. Hop, vous voyez, avec un petit côté médiéval quand même, que j'apprécie énormément. J'essaye d'en trouver d'autres, parce que c'est pas mes préférées, celles-ci. Je les aime beaucoup, mais... D'ailleurs, il faudrait que je lise ce livre un jour, quand même. Ah, voilà. La Ophélia, bah, c'était la bannière de mon blog pendant très très longtemps. C'est celle-ci, là. Celle qui est là, en haut. Voilà, vous voyez la jeune femme allongée, en robe blanche. Allez, je vous en montre une dernière pour la route. Une qui s'inspire de la mythologie, puisqu'il s'agit de Hylas et des nymphes. Voilà, c'est un détail. Le tableau est plus grand, il y a plus de nymphes. Hop, vous voyez, ces femmes toujours très, très pâles, très... Ah, je perds mes mots, je sais pas comment vous dire ça. Mais bref, Waterhouse, voilà, c'est un artiste que j'aime énormément. C'est un super livre que je feuillette très régulièrement, mais je n'ai pas encore lu. Je m'étais fait plaisir pour un Noël il y a quelques années. Je m'étais offert ce beau livre. On arrive à la 10e et avant-dernière question qui est: quel est le dernier concert ou dernier spectacle auquel tu as assisté? Alors, le dernier concert auquel j'ai assisté, c'était un concert de Shelta, un groupe lyonnais qui fait de la musique irlandaise, lors d'un bal irlandais au mois de février. Donc voilà, on avait la musique live, c'est super. Sinon, avant, j'ai offert, pour l'anniversaire de ma soeur, c'était fin novembre, une place pour la tournée, je me souviens plus du nom, mais sur Michael Jackson en fait, c'est plein de... Une compagnie espagnole, une compagnie espagnole je crois, qui a repris tous les morceaux de Michael Jackson et toutes les danses et qui en a fait tout un spectacle. Alors au début, franchement, quand ça a commencé, je me suis dit, oh là, ça fait très kermesse, c'est pas super. Et au final, le spectacle a été super bien, très émouvant, beaucoup de super morceaux très bien repris, de l'humour, enfin bref, c'était super sympa. Et juste avant, je crois une semaine... Non, je vous dis des bêtises, n'importe quoi. Le spectacle de Michael Jackson, c'était fin novembre, début janvier avec ma soeur, donc c'était avant. Nous sommes allés voir un spectacle de danse contemporaine sur de la musique irlandaise. Fabulous Beast de Rihanna, ou Rihanna de Fabulous Beast, je me souviens plus le nom de la compagnie, le nom du spectacle, je mélange un petit peu les deux. C'était super bien, voilà, c'était à la Maison de la Danse à Lyon. Voilà, les 3 derniers spectacles, concerts entre guillemets que j'ai vus ces derniers mois. Le prochain auquel je vais assister, c'est donc à Indochine au mois de novembre. J'ai très envie de faire un concert un peu plus péchu, mais bon. Il y a Rammstein à la fin du mois. J'ai pu trouver personne pour m'accompagner et le prix de la place m'embête un peu. Donc je n'irai pas. Et je ne sais pas du tout ce que je pourrais aller voir en concert, puisqu'en ce moment il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à Lyon. 11e et dernière question de ce tag. Myriam me demande quelle activité physique je pratique. Alors quotidiennement je pratique la marche à pied très rapide, voire la course, puisque tous les matins je suis en retard pour aller prendre mon bus, donc je marche très 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 vite en sortant de chez moi, et parfois je cours sur les derniers mètres puisque je vois le bus au coin de la rue, donc je me dis pour pas le louper, pour pas attendre un quart d'heure, il faut accélérer un petit peu, il faut courir. Voilà, le soir en rentrant, je suis tellement pressée de rentrer chez moi que je ne cours pas mais que je marche très très vite pour rejoindre mon appartement. Voilà, donc ça me fait une 20-30 minutes de marche très très rapide par jour. Et sinon les vendredis soirs, depuis le mois d'octobre, je me suis inscrite à la danse irlandaise. Donc je prends des cours les vendredis soirs dans une petite salle à Villeurbanne.
grâce à une association qui s'appelle Irish Tap and Dance. Si vous êtes dans les environs de Villeurbanne ou de Lyon, je vous invite à nous rejoindre en septembre prochain, c'est vraiment super bien. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la danse irlandaise c'est pas quelque chose de folklorique dans le sens comme la bourrée auvergnate ou ce genre de choses. C'est vraiment très 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 physique. C'est vrai que ça a un aspect folklorique quand vous voyez les costumes que portent les candidats lors des compétitions avec les robes et les perruques, mais c'est vraiment plus que ça. La danse irlandaise c'est très physique. Ça peut vous entraîner pour votre endurance, votre souffle. Ça muscle beaucoup les jambes puisqu'on est toujours en train de sautiller et sur demi-pointe. Voilà, c'est très fatigant. Je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube. J'ai mis quelques vidéos de présentation sur ma chaîne. Bon, je suis débutante donc c'est pas super au point, mais au moins ça vous donne un exemple de ce qu'on peut faire. Et en fait en danse irlandaise vous avez plusieurs choses. Vous avez les danses en groupe, c'est ce qu'on appelle le Céilí, et vous avez les danses solo. Et pour les danses solo, vous pouvez soit pratiquer les soft shoes, ce sont les danses en chaussons très souples comme les ballerines des danseuses classiques, mais qui sont noires. Et vous avez les hard shoes qui sont les claquettes irlandaises, qui sont complètement différentes des claquettes américaines, et ça fait pas du tout le même son, on danse pas du tout de la même façon. Moi je peux encore commencer les hard shoes puisqu'il faut faire 2 ans de soft shoes avant de commencer, les hard, mais j'ai bon espoir de commencer dans un peu moins de 2 ans, j'espère, puisque ça fait 6 mois, un peu moins de 6 mois que je pratique les soft, donc j'espère passer un jour au hard, mais ça a l'air hard justement. Justement. Voilà, je vous invite à aller voir des vidéos pour vous renseigner sur ce qu'est la danse irlandaise. Et si vous êtes aux alentours de Lyon et de Villeurbanne, je vous invite à nous rejoindre au mois de septembre prochain. Vous verrez, c'est vraiment super. Voilà, j'ai répondu aux 11 questions. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. J'ai pas raconté des choses extraordinaires puisque je pense que la plupart des choses que j'ai dites étaient déjà connues de la plupart d'entre vous. Il n'y a pas eu de grosses révélations. Je remercie Myriam d'avoir pensé à moi pour ce tag. Je ne tag personne en retour. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Donnez-moi les liens vers vos articles ou vers vos vidéos de réponse à ce tag. J'irai lire et voir ce que vous aurez fait avec très très grand plaisir. En tout cas, je ne tag personne. Je ne pose pas de questions puisque j'ai aucune idée de ce que je pourrais vous demander. Donc voilà, si vous avez envie de répondre à ces 11 questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me faire passer les liens de ces réponses. Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de tourner une vidéo pour vous présenter la 3e et dernière partie des sagas à commencer dans ma palle. D'ailleurs, vous voyez là, c'est le tas de livres que je dois vous présenter dans cette 3e vidéo. Tas de livres qui est là depuis une semaine, j'en ai marre. C'est très compliqué pour faire le ménage. Donc j'aimerais bien pouvoir tourner cette vidéo ce soir pour pouvoir ranger tous ces livres dans ma bibliothèque. Je vous tiens au courant sur la page Facebook. Je vous souhaite un très très bon dimanche et une bonne nouvelle semaine. Et je vous dis soit à tout à l'heure pour donc une autre vidéo de présentation de PAL, soit à mercredi au plus tard pour la vidéo du C'est mercredi que lisez-vous qui sera en retard cette fois. Mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Voilà, bon dimanche et à très bientôt.